Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce mercredi 22 avril. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Sans plus tarder, voici les titres. Le prince Albert II est actuellement en visite officielle en Grèce. Vous découvrirez les enjeux communs entre les deux pays, notamment bien sûr la Méditerranée. Du côté de la Tunisie, l'Académie de la mer de Monaco organise sa deuxième session de formation à l'étranger. Une équipe de Monaco Info est également sur place. L'Organisation hydrographique internationale est actuellement en principauté. Ce rendez-vous réunit experts et États membres afin de mieux comprendre et mieux organiser l'espace maritime mondial. Le manager du Jimmy's Monte Carlo sera avec nous pour nous présenter les soirées festives prévues cette saison. Autre établissement qui rouvre ses portes avec une nouvelle carte, Zia à Todicée pour les amateurs notamment de cuisine italienne. Le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie de Monaco est intervenu auprès des jeunes U18 de l'AS Monaco Basket afin d'évoquer les addictions aux paris sportifs. Et enfin, vous découvrirez de magnifiques images d'un saut en parachute au-dessus de la principauté, ou plus exactement du wingsuit. Restez avec nous pour découvrir ce sport extrême. Nous poursuivons notre série de reportages en Grèce autour de la visite officielle du prince Albert II. Une visite qui aura permis de contribuer à tracer des pistes de partenariat futurs, les deux pays partageant de nombreux points d'intérêt communs et de convergence de vues. Le reportage à Athènes de Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. La Grèce et Monaco partagent une mer commune, la mer Méditerranée, mais aussi un passé et des défis futurs pour lesquels il existe des ambitions qui se rejoignent, comme l'a expliqué le président grec lors de sa déclaration d'accueil. Άλλος μεγάλος μας δεσμός, υψηλότατε, είναι η Μεσόγειος. Δεσμός αιώνων, η Μεσόγειος που είναι η μεγάλη σας έγνοια, η μεγάλη σας αγάπη, η φροντίδα της. Έχει να κάνει με το ότι από κοινού αντιμετωπίζουμε τις απειλές που δέχεται η Μεσόγειος, όπως και όλες οι θάλασσες, από την κλιματική κρίση, από την περιβαλλοντική κρίση, και μας ενδιαφέρει και στην εσωτερική μας και στην εξωτερική μας πολιτική, υψηλότατε, και το Μονακό και την Ελλάδα, να προστατεύσουμε αυτό το απειλούμενο θαλάσσιο οικοσύστημα από την κλιματική κρίση και από τις μεγάλες απειλές που δέχεται. Les entretiens avec le président et le Premier ministre ont donc très largement porté sur les questions environnementales, mais pas seulement. L'architecture de la sécurité mondiale a été évoquée face aux conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, et cette invitation lancée par le président au prince de dessiner un chemin ensemble pour solutionner les défis et crises. Et ce chemin ensemble va pouvoir se dessiner par l'entremise du consulat de Monaco en Grèce, qui a été officiellement inauguré lors de ce déplacement. Il se trouve dans le nord d'Athènes et un olivier planté pour l'occasion illustre parfaitement cette volonté mutuelle des deux États de préserver la paix. Les lieux ont été baptisés par l'archibishop Hieronymos II. À la mairie d'Athènes, c'est la personnalité même du prince Albert II qui a été saluée. Le souverain a en effet reçu la médaille de la ville. Le maire a rendu hommage à son leadership, son engagement, estimant que la voix du prince était importante car elle porte sur des thèmes qui nous concernent tous. Et l'un des domaines dans lesquels le prince Albert II a fait de Monaco un moteur et une référence, c'est celui de l'environnement. Pour preuve, le Yacht Club de Monaco était présent sur cette visite officielle. Un immense chantier est en cours sur la Riviera athénienne, sur 6 km², 3 fois la taille de Monaco. Et l'institution monégasque a été consultée, elle qui a développé plusieurs concepts destinés à favoriser la plaisance durable. Le Yacht Club est heureux de s'associer à toute initiative qui développe le yachting et qui encourage le sport de la voile en général et l'amour des océans. C'est quelque chose pour nous qui nous tient à cœur. Et puis la communauté hellénique et les Grecs sont de grands marins et on sait reconnaître toujours nos amis. La mer est aussi ce qui nous partage, mais c'est aussi ce qui nous rapproche. The Hellinikon is fully smart and fully sustainable. We'll host 10,000 residential units in full capacity, full development. The Hellinikon will have up to 25,000 permanent residents. We have also a lot of hospitality components, luxury hotels. We have announced the Mandarin Oriental Athens. And more will be announced in 2026. Le projet pharaonique va se construire par étapes, mais le Yacht Club d'Athènes devrait voir le jour d'ici 2028. Il est aujourd'hui le plus grand projet d'aménagement urbain d'Europe en cours et le symbole d'une Grèce qui a retrouvé beaucoup de sa splendeur après avoir connu les affres d'une grave crise économique débutée en 2009.
Et dans la soirée de mardi, toujours à Athènes, la Roca Team jouait face au Panathinaikos en play-in d'Euroleague. Monaco s'est incliné 87-79, mais tout n'est pas perdu. Il reste une dernière chance pour accéder aux play-offs et ça se jouera ce vendredi, salle Gaston Médecin, à 19h30 face au Barça. On reste en Méditerranée, direction le Maghreb, près d'un an jour pour jour, après avoir lancé sa première session de formation à l'étranger. L'Académie de la mer de Monaco est en Tunisie pour une nouvelle formation. Rejoignons sur place Émilie Rousseau et Julien Laugier. Émilie, après le Maroc, l'Académie de la mer a choisi un autre pays d'Afrique du Nord pour cette deuxième session à l'étranger. Oui, nous sommes à l'IHEC Carthage, à quelques kilomètres de la capitale Tunis. Cette école de commerce accueille pendant 3 jours la session de formation de l'Académie de la mer de Monaco, baptisée une fenêtre sur la Méditerranée. Étudiants et intervenants se réunissent autour d'un objectif commun, mieux connaître les enjeux liés aux mers et aux océans. C'est très très important, surtout qu'à l'IHEC, nous sommes une école de référence Business School et on forme des étudiants, des femmes et des hommes qui doivent être prêts à relever justement ces défis environnementaux, économiques et pourquoi pas aussi juridiques, parce que la formation aussi elle est pluridisciplinaire et on va former des auditrices et des auditeurs de l'IHEC, mais aussi des étudiants de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis et aussi des étudiants de l'Institut des sciences de la mer de Bizerte. Le programme reste fidèle à l'ambition de l'Académie de la mer de Monaco avec plusieurs thématiques évoquées durant cette session, notamment l'économie bleue et le développement durable ou encore les grands enjeux du droit de la mer. Laurent, c'est une formation qui reste fidèle aux ambitions de l'Académie de la mer de Monaco. Totalement. Nous sommes dans la feuille de route qui a été validée, encore rappelée d'ailleurs ce matin même par le Prince souverain, qui est donc d'associer à l'école d'été que nous faisons à Monaco des formations à l'étranger en liaison avec des partenaires d'excellence sur place, ce qui est le cas ici à l'Institut des hautes études commerciales de Carthage, juste à côté de Tunis. Des formations en langue française. En langue française, effectivement, nous venons d'être admis membres à part entière de l'Agence universitaire de la francophonie. Donc c'est un engagement assumé de promotion, de défense de la langue française et des valeurs qui sont associées. Vous venez de l'entendre, cette formation est dispensée en français. Elle permet d'offrir une vision globale des enjeux liés aux mers et aux océans et donne l'opportunité également d'échanger avec de grands intervenants. Merci Émilie, nous y reviendrons avec vous dans une prochaine édition. Retrouvons à présent l'Organisation hydrographique internationale à l'Auditorium Régnier 3, un rendez-vous qui réunit experts et États membres autour d'un objectif commun, mieux comprendre et mieux organiser l'espace maritime mondial. Le reportage de Christine Petit-Homel et Arnaud Imbert. C'est à l'Auditorium Régnier 3 que s'est tenue cette rencontre internationale. Pour l'Organisation hydrographique internationale, la coopération entre États est plus que jamais essentielle pour améliorer la connaissance des océans. À l'occasion de ce forum qui réunissait 93 États membres, l'adoption de la norme S130 a été votée. Une norme qui permet de définir de manière plus précise les limites techniques des zones maritimes, un outil essentiel pour harmoniser les pratiques à l'échelle mondiale. Autre temps fort, la signature d'un accord avec une ONG américaine visant à renforcer la diffusion en ligne d'informations sur les zones de mouillage et les aires marines protégées. For the first time, the United Nations agreed on having marine protected areas, distinct areas in the world which are really protected from use and fishing and these things. And Protected Seas is an organization who collects the information about those areas on a global space. And it is surprising how much space is already protected in one way or the other. And Protected Seas is the only entity who holds this as a global knowledge. And for us as cartographers, this is a great combination. They give us the information which area is to be protected or is put under protection, and we deliver the maps to display that.
La sécurité maritime, le partage des données océaniques et la protection des espaces marins étaient donc aussi au cœur des discussions, avec un objectif commun, faire progresser la connaissance et la sécurité maritime à l'échelle mondiale. Une dynamique qui illustre la volonté des États membres de mieux partager les données océaniques pour rendre les mers plus sûres et mieux protégées. Club emblématique de la principauté, né il y a 50 ans, le Jimmy's Monte-Carlo rouvre ses portes pour la saison qui démarre. Connu pour ses soirées prestigieuses, la boîte de nuit prend des airs de festival depuis quelques temps, avec une riche programmation. Pour en parler, le manager de l'établissement est avec Sarah Nkari. Voici son entretien. Bonsoir à vous. Merci de nous accorder cette interview. Vous avez rouvert le 20 mars. Est-ce que les fêtards étaient au rendez-vous? Ah oui, bien sûr. Quand on ouvre le Jimmy's, les fêtards ils sont toujours au rendez-vous. On a fait une super ouverture. En plus, la semaine dernière, on a fait une soirée avec le DJ guest Francis Mercier, qu'on a fait en collaboration avec le Koya, parce qu'après, je vais vous expliquer, cette année, on fait des collaborations avec le Koya, avec des gros DJ qui font le premier set à eau au Koya et après le deuxième en bas au Jimmy's. Et c'était vraiment un gros succès. Donc, tout le monde était présent au Jimmy's. Entre électro, rap, soirée disco, le Jimmy's promet une saison toujours plus festive en 2026. Quel est le programme? Est-ce que vous pouvez nous donner les détails? Absolument. En fait, le Jimmy's, comme vous savez, ça existe déjà depuis plus de 50 ans. C'est un club quand même avec un format musical assez ouvert, tout en suivant les tendances musicales. Donc, on n'a pas une seule direction musicale. Cette année, c'est extraordinaire parce qu'en fait, on a une line-up déjà à commencer du Grand Prix extraordinaire avec l'artiste Ugel. Après, on a Fischer et on a le grand retour de Black Coffee qui pendant 2-3 ans, il nous avait un peu abandonné, mais là, il est revenu parce qu'il aime bien. C'est lui qui, en fait, qui l'a demandé de revenir au Jimmy's parce qu'il adore jouer ici au Jimmy's. Et après, on a beaucoup d'autres DJ. On a Martelou, on a Carlita, on a Bob Sinclair qui revient pour le Yacht Show. On a Timati qui va fêter son anniversaire ici au Jimmy's le 14 août. Et ça va être une soirée extraordinaire. On a Vintage Culture. On a beaucoup de DJ qui pour l'instant, ils ne sont pas encore signés, mais l'été, ça va être très excitant. Et puis, il y a les soirées Made by Jimmy's. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? En fait, cette année, on a recréé, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis des années. On crée une fois par mois une soirée Disco Club. On l'appelait Disco Club. En fait, on retourne un peu au passé, les années de Régine, les années du Jimmy's avec la musique disco des années 90, 2000, quelques 80, parce que maintenant, ça fait des années. Mais des morceaux qui sont revisités par nos DJ résidents. On aura aussi quelques guests de temps en temps. Mais en fait, on veut retourner un peu dans le passé, dans les soirées festives des années 90 et 80 du Jimmy's. Merci beaucoup Antonio Hierone pour tous ces détails. On rappelle que le Jimmy's est ouvert les vendredis et samedis de mars à juin et en septembre, puis du mercredi au samedi inclus, en juillet et en août. Merci encore. Merci à toi Sarah. Autre établissement qui rouvre ses portes pour la saison avec une nouvelle carte, Zia à Odyssée. Si vous êtes amateur de cuisine italienne, voilà une adresse que vous ne connaissez peut-être pas, et c'est à l'Hôtel Métropole. Frédéric Elion vous en dit plus sur des images de Jean-Alexandre Dordet. C'est un petit coin de paradis et de calme dans un écrin végétal et confidentiel à 2 pas du casino à l'Hôtel Métropole. En italien, Zia, c'est la tante, la tata, et chez Zia at Odyssée, la cuisine est familiale et se partage avec un concept imaginé par les chefs Manon Santini et Rocco Seminara qui se veut très proche des clients. L'établissement a rouvert ses portes lundi 20 avril pour une 3e saison et propose une cuisine italienne solaire du matin au soir. Le petit-déj il commence à 8h du matin et on accueille les clients sur une atmosphère encore une fois très italienne, très transalpine. Avec nous on aime tout ce qui est amandes, les crèmes, les garnitures, la noisette, toutes ces choses-là. Donc on les a mis en avant parce que ça nous représentait assez bien. Ensuite on passe au déjeuner où on a une carte qui est complètement différente, où on a aussi la possibilité de déguster les pizzas,
ou des plats plus travaillés comme la côtelette d'agneau, les scalopines de thon qui sont nos nouveaux plats de cette année. Et ensuite, on a l'apéritivo où on a une sélection de Negroni Club où on s'amuse un petit peu à interchanger et laisser le hasard choisir pour vous tous. Dia Odyssée est ouvert aux clients de l'hôtel Métropole, mais aussi aux visiteurs extérieurs. La carte évolue chaque saison, mais certains plats restent incontournables, comme la pizza. Les clients demandent de la nouveauté chaque année. On a gardé quelques marqueurs, des plats signatures qui ont bien fonctionné. Et pour l'évolution des cartes, la création, en fait, nous, c'est tout simple. On va à la rencontre de nos fournisseurs, producteurs. Et dès qu'on source des petites pépites, et bien, en fait, on les rajoute dans nos plats et on crée des nouveaux plats. Le lieu s'y prête pour avoir des plats très frais. Donc on travaille pas mal les crudos, les carpaccio, les salades également, avec beaucoup d'herbes à l'intérieur, de la fraîcheur, une petite touche de citron toujours. C'est l'ingrédient qui va venir justement pimper le plat. Et voilà, on reste sur de la fraîcheur. Dia Odyssée est ouvert de 8h à 11h pour le petit déjeuner. Vous pouvez déjeuner de midi à 17h. Et enfin, la partie dîner Dia Cena ouvrira le 27 mai de 19h à 23h. Parlons d'une nouvelle exposition direction le site du parking des pêcheurs, au 2e étage face à l'AJM, où un espace a été transformé pour accueillir l'exposition Immersion, qui présente les œuvres de Jean-François Gauthier et Ania Pavis. Une exposition en duo à découvrir dès maintenant, et ce pour une période de 3 mois. Écoutez les artistes, ils sont au micro de Christine Petit-Tomel. Les images sont signées Camille Caloni. J'ai travaillé pour l'exposition Immersion, qui va durer 3 mois, 5 œuvres, adaptées aussi à l'espace, des vitrines. Et comment tout mon travail, je travaille beaucoup sur la nature. Les gens me connaissent surtout pour la nature, les fleurs, les paysages, mais j'aime bien aussi travailler, c'est un autre sujet pour moi, le monde sous-marin. Et dans ce monde sous-marin, je travaille beaucoup sur ce que je cherche à exprimer, c'est la beauté de la couleur, le mouvement, la transparence, et puis comme un monde préservé encore. C'est des céramiques, c'est de la porcelaine ou du grès. Ce n'est pas vraiment le monde aquatique, mais c'est inspiré du monde aquatique. Donc je travaille sur l'ondulation, sur la légèreté, sur les mouvements qu'on peut percevoir dans la mer. Et il y a une certaine fragilité et les grès ou la porcelaine sont solides. Donc il faut travailler de manière à donner cette légèreté, les mouvements. La majeure partie c'est à l'huile, donc huile sur toile de lin, c'est très classique. Mais dans cette exposition en particulier, il y a une grande toile sur des dorades. Et là j'ai rajouté justement des matières du fond sous-marin. Il y a de la poudre de nacre, il y a des morceaux de nacre, il y a du mica. Et de la feuille de cuivre. Notre légèreté à nous dans ce monde, c'est la fragilité de ce monde et c'est la puissance parce que quand la mer se déchaîne, c'est un élément déchaîné et on n'est pas grand-chose par rapport à cet élément. Direction le Stade Louis II à présent, où le XAPAM, le Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie de Monaco, est intervenu ce mercredi après-midi auprès des jeunes U18 de l'AS Monaco Basket, afin d'évoquer les addictions aux paris sportifs. Le reportage de Frédéric Hélion et Marie-Ève Béé. En 2025, en France, 11,5 milliards d'euros ont été misés sur des sites de paris sportifs en ligne. Si la majorité des joueurs sont récréatifs et parient occasionnellement, certains deviennent addicts. Et pour prévenir ce genre de comportement, le XAPAM, le Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie de Monaco, est intervenu ce mercredi au Stade Louis II auprès des jeunes U21 et U18 de l'AS Monaco Basket. Pour nous, c'est l'occasion de rappeler cette interdiction et toutes les précautions pour éviter d'être addict à quoi que ce soit, aux jeux, aux paris sportifs, aussi du basket, aux substances, de rappeler quelles sont les règles pour éviter d'être addict, et puis de rappeler aussi que nous, moi je suis médecin, on a aussi une équipe dédiée au XAPAM, au Centre de soins, d'accompagnement et de prévention de l'addictologie de Monaco, le XAPAM à Fontvieille, donc de rappeler qu'on est là s'il y a le moindre souci. Pendant près de 45 minutes, plusieurs sujets ont été abordés, les différentes addictions, les risques, le développement cérébral et la santé mentale. Une prévention utile pour ces jeunes joueurs qui aspirent à devenir professionnels. Il y a des trucs que je ne savais pas du tout. Donc c'est vrai que ce que ce soit sur les paris sportifs, les addictions, c'est toujours intéressant pour nous et
comme des petits aussi U18. Donc c'est vrai que oui, c'est toujours intéressant car en grandissant aussi, ils seront confrontés à ce genre de choses. Qu'est-ce que tu as retenu justement de cet atelier-là ? Déjà surtout qu'on ne pouvait pas parier par exemple sur les autres championnats comme la NBA et les addictions de la règle des 5C. Ça, c'était intéressant. Ça fait réfléchir et puis même, comme vous avez pu le voir, ça peut, entre guillemets, détruire une carrière. Donc ouais, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention et avoir des formations comme ça. C'est pour ça aussi ça sert à nous aussi. Quand on est licencié à la Fédération française de basket ou à la LNB, il est interdit de parier sur des compétitions de basket, que ce soit en France ou à l'étranger. Décollage depuis l'héliport de Monaco, puis un saut au-dessus de la Principauté. Artifice aux pieds et combinaisons lumineuses, 4 passionnés ont transformé leur descente en véritable spectacle, un projet organisé par la société monégasque Hacktime. Leur ambition, faire découvrir le wingsuit au plus grand nombre. Reportage de Marie Bonnet-Blanc et Camille Caloni. Un an de préparation pour seulement 3 minutes de descente. 4 amis passionnés de sensations fortes ont relevé un défi spectaculaire, sauter de nuit à 3000 mètres d'altitude, ce qui a attiré la curiosité de nombreux monégasques. On dirait un astéroïde. Pendant ce temps-là, une véritable chorégraphie aérienne se dessine. Lancés à plus de 160 km à l'heure, ils dessinent dans le ciel des traînées lumineuses grâce aux artifices fixés à leurs pieds et aux LED dans leur combinaison. Leur objectif, créer le temps de la chute l'illusion d'une comète traversant le ciel. Quelques minutes avant le décollage, l'adrénaline était déjà palpable. Là, la petite pression qui monte là, et puis sur de l'excitation quoi, surtout de l'excitation. Derrière ces images spectaculaires, ce sont des mois d'entraînement, un travail minutieux encadré par un coach présent à chaque étape, au sol comme dans les airs, pour assurer coordination et sécurité. Se synchroniser déjà à 5, on a travaillé ce genre de choses, en fait, travailler ensemble, voler ensemble, accélérer, ralentir ensemble, savoir rester groupé comme le ferait la patrouille de France quelque part à l'extrême, quoi. Le wingsuit reste un sport de niche, encore peu connu du public, alors à travers leurs performances et leurs vidéos, ces 4 passionnés espèrent casser les idées reçues et susciter de nouvelles vocations. Il y a beaucoup cet aspect de la dangerosité de ce sport, parfois à tort. Mais non, c'est pour ça qu'on essaye de l'ouvrir au public, au grand public, avec parfois sur des réseaux sociaux, avec des événements ouverts au public ou des manifestations aériennes comme celle-là, pour essayer de montrer aussi les backstage. Nous, on se filme, on monte un peu parce qu'il y a cette image du grand sportif de haut niveau, pilote extrême, tout ça. Mais derrière, c'est nous, et il y a une progression longue et minutieuse, mais qui est accessible à tout le monde. Et ils ne comptent pas s'arrêter là. Leur prochain défi, sauter en étant encore plus nombreux et cette fois, illuminer le ciel en formant une véritable pluie d'étoiles filantes. Les photos de fin de journal de Manuel Vitali sont consacrées au navire militaire amarré dans le port Hercule depuis lundi, et ce jusqu'à aujourd'hui. Son nom, le Caio Giulio. Ce bâtiment de la marine italienne mesure 152 mètres de long. Il a pris part ce début de semaine à l'Assemblée générale de l'Organisation hydrographique internationale, dont nous vous avons parlé dans ce journal. À suivre, la météo d'Émilie Flamin, sans oublier juste après une nouvelle rubrique, une série bimensuelle qui s'appelle Emma vous raconte. Aujourd'hui, cette créatrice de contenu vous raconte le casino de Monte-Carlo pour ce premier épisode. Ce journal est terminé. On se retrouve jeudi pour une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir. Bonsoir à tous, le soleil fera son grand retour demain et brillera tout au long de la journée en Principauté. Les températures seront douces, 13 degrés au réveil et jusqu'à 18 dans l'après-midi. En ce jeudi 23 avril, nous célébrons également la Saint-Georges. Et le saviez-vous, cette date est aussi marquée par la Journée mondiale du livre, célébrée chaque année par l'UNESCO.